De retour sur le plateau de TV5 Monde pour une émission spéciale Canada. Et là, maintenant, nous allons parler interculturel et, comme nous le disions dans la conclusion de la dernière émission, de parler des Canada et de l'interculturel des Canada. Alors, pour nous accompagner, je vais accueillir Philippe Rousseau. Donc, Philippe Rousseau, vous êtes d'origine française, vous vivez au Canada depuis 20 ans et je suis avocat. Avocat. Vous vivez à Montréal. Montréal, tout à fait. Oui. Enfants, tout. Marié, 2 enfants. Bon, voilà. Non, mais canadienne. C'est aussi important de voir comment on peut vivre justement ces moments. Alors, Marilène, c'est l'inverse. Qui prend mari prend pays, donc c'est effectivement l'inverse. Donc, nous, on s'occupe de l'humain, peu importe le projet, que ce soit entreprise ou individu. Donc, Kennedy Garceau, la Canadienne et son équipe franco-canadienne en Europe accompagnent tous les projets de vie plusieurs mois avant le départ et surtout pour une intégration et une installation réussie, autant ressources humaines, recrutement que recherche d'emploi. Donc pour les particuliers comme pour les entreprises, dans un sens comme dans l'autre. Exactement. Donc tout le Canada, c'est 10 provinces et 3 territoires. Bon, la France, il n'y a qu'une France. Oui, mais on travaille en Europe. On a une antenne à Londres maintenant. Ah, très bien. Alors, Rémi, vous êtes dans cette grande maison des jardins. Voilà, alors moi je suis français d'origine. Je suis allé au Canada pour rejoindre une personne canadienne. Donc c'est effectivement le même trajet que d'autres personnes. Et j'y suis resté pendant 7 ans. Et je suis effectivement désormais directeur marché des particuliers pour Desjardins dans notre bureau européen qui est basé à Paris et qui a un peu le même mandat que Marilène, d'accompagner les particuliers ou les entreprises vers le Canada. Très bien. Solange, donc française au Canada. Française au Canada, donc moi je suis mariée avec un Canadien de Vancouver, 28 ans au Canada, dont plusieurs années Montréal, Vancouver et maintenant 18 ans à Toronto. Je suis associée dans un cabinet de développement stratégique, donc un peu comme Marilène, mais surtout pour les entreprises. Donc on les accompagne dans leur développement stratégique financier sur tout le Canada et les États-Unis aussi. Et je suis l'ancienne présidente de l'Occitane Canada. Très bien. Alors, on se retrouve dans quelques instants après cette petite page de pub pour parler, bien évidemment, d'interculturel au Canada. De retour sur le plateau de TV5 Monde, bien évidemment, pour cette émission spéciale Canada sur la partie interculturelle. Alors, comment les Français peuvent-ils s'intégrer, justement? Alors, Marilène, en amont, on va voir déjà quels sont les grands efforts à faire, quelle sont la compréhension dans un premier temps. La compréhension, c'est de voir comment ça fonctionne. Et on peut s'informer, écouter, parler à des Français qui sont installés. Il n'y a rien de mieux que de pratiquer ou de côtoyer des Canadiens. Les Canadiens sont consensuels. Donc, lorsqu'il y a une conversation qui s'établit, si l'argumentaire prend le dessus, c'est pas la bonne façon de communiquer. Le Canadien est fier, mais à travers des yeux des autres. Donc, faut renvoyer une image. On est souvent dans la félicitation pour faire évoluer les gens. On va leur dire, bon, j'aime ce que tu fais. On est dans le côté constructif, le côté... Donc, il faut savoir écouter, ne serait-ce que de façon à dire comment je vais établir mon business là-bas. Il faut voir quel est mon marché et qu'est-ce que mon marché a de besoin. Et c'est pas parce que ça fonctionne ici, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ça va ici en France, que ça va fonctionner au Canada. Solange, justement, une vision un peu avec cette double vision franco-canadienne, avec des allers-retours en ce moment assez récurrents. Comment on fait pour s'adapter en permanence? Moi, ça fait longtemps que j'y suis. Et en fait, j'avais une mère canadienne qui nous a élevés en anglais en France. Donc, quand je suis arrivée au Canada il y a plusieurs années, mon oncle m'avait dit, de toute façon, au Québec, on n'aime pas les Français, ils sont trop arrogants. Donc, j'avais tout de suite compris qu'il fallait que je me taise, que j'écoute
et que j'observe et que je comprenne comment le Canada fonctionnait. Après, maintenant, à Toronto, je dirais que la première chose à savoir quand on arrive à Toronto, c'est qu'il faut parler l'anglais. Voilà. Et ensuite, en termes de l'attitude des Canadiens et des Nord-Américains, je dirais, de Toronto, parce que les Torontois sont beaucoup plus comme les Américains au sud. Le consensus, effectivement, dans les entreprises est de mise, mais ça n'empêche pas qu'en tant que Français, on peut arriver à diplomatiquement négocier quelque chose, surtout comme quand je l'ai été, un chef d'entreprise, on est bien obligé à un moment de lâcher un petit peu le consensus, mais effectivement, il faut apprendre l'art de la diplomatie, il faut apprendre l'art de l'équipe et de la collaboration. C'est très important au Canada, et il faut aussi apprendre qu'il faut régulièrement féliciter son équipe. Je me suis fait prendre, en l'occurrence, parce que j'avais tendance à tout le temps regarder le tout petit truc qui allait pas, et ben j'ai vite compris que toujours dire toutes les choses qui vont bien et ensuite discuter de la toute petite chose qui ne va pas. Alors justement, pour compléter un peu ce sujet, on va aller justement écouter Blanche Pimpin qui va nous donner sa vision des choses. Alors je dirais que les Français de France, parce qu'ici on appelle ça des Français de France, les Français de France ont une tendance quand même à se regrouper dans certains quartiers. Donc ils s'intègrent très très bien parce que c'est une immigration facile puisqu'on a déjà le français en commun, même si certains mots ne sont pas les mêmes. Donc il y a quand même une immigration facile et un a priori favorable par rapport aux Français. Donc c'est clair que les Québécois ou les Canadiens aiment beaucoup les Français. Donc déjà le lien d'amour existe déjà. Merci Blanche Pimpin. Alors justement, quels sont un peu les codes, vous, en tant que professionnel sur place, comment vous voyez les choses, et spécifiquement pour le Québec? Peut-être pour rebondir sur ce que disait Mme Pimpin, c'est les Canadiens aiment les Français. Donc, je pense qu'il faut faire une petite différence. Les Canadiens anglophones se fichent un peu des Français. Les gens arrivent, vous parlez anglais, très bien, vous faites votre travail, c'est tout ce qu'on vous demande. La relation est un petit peu plus sensible entre les Français et les Québécois. C'est vrai qu'historiquement, les Français, dans les années 70, peut-être même 80, ont eu tendance à arriver en se comportant en pays conquis. Bon, l'internationalisation faisant que maintenant les Français sont beaucoup plus, notamment des organismes comme Marilyn qui prépare les gens, sont un peu plus au courant de ce qui se passe. Mais c'est vrai que on voit des Français qui arrivent, que ce soit des salariés ou bien des chefs d'entreprise, en disant « mon affaire marche super bien en France ». Ça va marcher du tonnerre au Canada ou ça va marcher du tonnerre aux États-Unis. C'est pas vrai. Les marchés sont différents, les gens raisonnent de manière différente. Il faut analyser la réalité. Et alors, quand on dit les Canadiens ou les Québécois aiment les Français, sur le plan des entreprises, c'est vrai d'une certaine manière, où le Québec fait face à une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de domaines, et les entreprises québécoises préfèrent embaucher des Français pour une raison très simple, c'est que souvent il y a un savoir que les Français ont qui n'existe pas au Canada ou au Québec. La langue est commune et c'est beaucoup plus facile d'intégrer un Français dans une entreprise canadienne ou québécoise que quelqu'un qui va venir d'un pays hors Union européenne peut-être, avec des codes culturels et une langue différente. Donc en ce sens, oui, les Québécois aiment les Français, mais il faut mettre des guillemets, des gants blancs, peut-être 2 ou 3 couches de gants blancs, pour bien il faut quand même la situation. Être fort prudent. Voilà. Rémi Oui, en fait, j'ai effectivement vécu un peu ce paradoxe, parce que moi, j'arrivais au Canada avec l'a priori qu'on était en Amérique du Nord et je m'attendais à une façon de travailler ou de manager un peu western, un peu je pousse tout devant moi et j'ai appris à adoucir beaucoup mon type de management. Et donc, des histoires concrètes, effectivement, moi, j'ai commencé à reprendre une agence d'assurance qui était en train d'implémenter un nouveau mode de distribution. Ils avaient choisi sur une vingtaine d'agences 10 directeurs d'origine française. La volonté, c'était d'avoir des gens qui feraient avancer le dossier et qui mettraient en place les nouveaux standards de manière assez rapide et assez efficace. Mais en parallèle, effectivement, on ne pouvait pas faire ce que j'aurais fait en France peut-être. Et donc, je devais faire très attention à la fois dans mes réunions d'équipe ou dans les relations en one-on-one, de toujours bien accompagner, expliquer et mettre beaucoup de rondeur dans mon management comparé à ce que je pouvais faire en France. Et donc ça c'est d'abord ça, la rondeur. Et deuxième chose que j'ai appris effectivement, c'est que comme les employés n'aiment pas le conflit, beaucoup de choses se rapportent aux managers. Et je donne un exemple concret, je travaillais avec une agence donc, comme un mini centre d'appel et un de mes employés me dit « mais mon collègue parle trop fort ». Moi je lui dis « mais est-ce que tu lui as
disent ce point. Il m'a dit non, tu dois lui en parler. Je dis ok. Et il dit mais surtout tu ne dis pas que ça vient de moi. Donc là il faut recevoir les deux personnes. On m'a dit que quelqu'un trouvait que tu parlais fort. Et donc c'est un peu compliqué comme management parce qu'effectivement beaucoup de choses passent par le gestionnaire. Mais en même temps c'est quelque chose qui fonctionne bien et puis qui permet quand même d'avoir un grand respect. Donc il y a très peu de conflits. On est quand même dans un mode de relation qui est très souple. Et dans cette agence on était une dizaine de personnes. J'avais 6 nationalités qui cohabitaient de manière très naturelle. Donc c'est vraiment une des forces du management à la canadienne. La canadienne, oui. Et je rebondis sur ta façon de présenter les choses, et je le fais moi-même, le tutoiement. Donc, en anglais, le tutoiement, ben, c'est le you, donc voilà. Mais souvent, on me demande, est-ce qu'il faut tutoyer, est-ce qu'il ne faut pas tutoyer? Bon, ça dépend de son éducation. Moi, je propose toujours de vous voyer d'abord et de laisser l'autre personne tutoyer. Comment c'est le tutoiement? Mais en entreprise, les différents niveaux hiérarchiques se tutoient. C'est pas parce qu'on tutoie qu'on peut être familier. Donc, il faut faire super attention de ce côté-là. L'autre chose, Rémi vient de parler d'agence. Au Canada, on parle de succursale. Donc, dans l'interculturel, ce qui est important également, c'est de comprendre le vocabulaire qui est utilisé. Et lorsqu'on parle aux gens de notre secteur d'activité, on utilise le vocabulaire du pays d'accueil et non son vocabulaire à soi. Oui, donc il y a un petit dictionnaire à acquérir pour ne pas mélanger. On parle québécois, on ne parle pas français. Ben, il faut surtout connaître la culture d'entreprise. Et puisque François est très timide, je présente son livre sur la culture d'entreprise. Oui, enfin là, on parle de culture de manière générique et pas forcément de l'interculturel, mais on est bien dans la logique de la culture d'entreprise, en effet. Je te remercie, Marie-Hélène. Bon, maintenant, je suis perdu. C'est normal. Voilà, alors justement, puisqu'on a beaucoup parlé de la partie québécoise, comment ça se passe en management, là, du coup, sur la partie anglophone? Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, le français n'a aucune spécificité à Toronto. Alors, pour le coup, le Québec, on parle souvent de son multiculturalisme. Je pense que Toronto, c'est vraiment du multiculturalisme. Vous avez toutes les nationalités du monde, avec aucun discernement. On n'est pas mieux accueilli si on est français ou de Tombouctou ou d'Australie. En revanche, le lien commun à tout le monde, c'est vraiment la langue. Et c'est vraiment le management qui est quand même pas dissimilaire du Québec. On est aussi dans un processus de consensus, on est aussi dans un processus de diplomatie. Et moi, en tant que manager, c'est vrai que quand je rentre en France, je suis souvent sidérée par la façon dont les patrons parlent à leurs employés. Jamais on pourrait faire ça au Canada. L'autre chose importante que je remarque, c'est que le mot patron au Canada n'existe pas. On n'est pas du tout vu quand on est chef d'entreprise. On est un chef d'entreprise, on n'est pas un patron maudit, détesté, qui a tous les torts. On est au contraire quelqu'un qui crée une entreprise, qui offre des emplois. Et de ce côté-là, on est très respecté. Mais ça va dans les deux sens. On ne peut pas gérer son entreprise sans nos employés étant notre premier client. Nous, on avait 200 employés qui étaient répartis dans tout le Canada, dont une vingtaine au Québec et tout le reste dans le Canada anglophone, à moitié en fait côte est, moitié côte ouest. Et quand vous travaillez avec 200 employés qui sont dans plusieurs provinces, il faut vraiment apprendre à mettre de l'eau dans son vin, si possible chilien, parce que le français, on en a parlé plus tôt, est un peu trop cher. Voilà. Très bien, merci sur cette partie management. Je vous propose une petite page de pub et on se retrouve dans quelques instants. De retour sur le plateau de TV5 Monde, des 24 heures chrono de l'international, et bien évidemment pour parler d'interculturel. Donc on a beaucoup échangé sur la notion de vie quotidienne et de l'interculturel au quotidien, on a pas mal échangé sur la notion de management. Maintenant je voudrais arriver sur la notion de business.
Comment ça se passe en business pur? Comment mon entreprise peut prendre contact avec le marché canadien? Alors, je commence par l'avocat et je pense qu'après, on arrivera sur les autres aspects, même si l'avocat a du business à faire. Voilà. Alors, pour reprendre l'analogie de Marilyn entre l'avocat et puis la noix de coco, c'est plus facile en Amérique du Nord, au Québec ou au Canada, là, il n'y a pas de différence quand on est de l'extérieur, de rencontrer des intervenants, voire même des futurs clients, peut-être des concurrents, de prendre rendez-vous avec eux et de discuter. Contrairement en France, où ça va être beaucoup plus difficile. Et donc d'avoir une première analyse, voir un peu mon produit, comment est-ce qu'il pourrait se passer et autres. Par contre, également, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça, c'est facile, c'est assez facile de négocier un premier contrat, il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que les Nord-Américains sont très stricts sur vous êtes engagé à livrer telle chose dans tel délai à tel prix. Il faut s'y conformer, en faire plus éventuellement, c'est même mieux, mais il ne faut pas faire moins. Sinon, vous êtes grillé à vie. Vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Contrairement à en France, où peut-être on pourra avoir une peut-être on est un peu plus latin. Voilà. En Amérique du Nord, pas du tout. C'est vous engagez à livrer un rectangle de couleur bleue de telle dimension, vous livrez dans les délais. Ça, c'est vraiment le premier impératif pour faire des affaires en Amérique du Nord. Au Canada, au Québec, il n'y a pas de différence là-dessus. Après, c'est de bien se préparer, avoir les bons contacts, avoir les bons conseils dans tous les domaines, banque, fiscalité, finance et autres, avocats évidemment. Parce que le contrat n'est pas le même, les contrats ne sont pas rédigés de la même manière. On peut être entrepreneur en France, avoir l'habitude de voir des contrats français. Le contrat, surtout s'il est rédigé sous la loi de l'Ontario par exemple, ça va être quelque chose de très différent. Donc il faut qu'il y ait un intermédiaire qui explique soit réellement accompagné. Dans quelle chose trappe on est en train de mettre les pieds. Donc c'est vraiment les deux Alors, on a ici un conseiller du commerce extérieur sur le plateau. Donc, comment vous accompagnez justement en tant que conseiller du commerce extérieur et aussi au quotidien dans votre activité professionnelle, comment vous accompagnez les entreprises pour prendre contact avec ce marché en complément de ce que vient de nous dire bien évidemment Philippe? En général, en fait, les entreprises vont nous contacter en général parce qu'elles ont déjà un projet de développement donc, au Canada. À la base... Premier contact, je suis chef d'entreprise, j'appelle Solange, je dis voilà, vous êtes conseiller du commerce extérieur, j'ai l'intention d'implanter mon industrie, ma partie de conseil informatique, ainsi de suite. Quelles seraient vos premières approches, vos premières questions, vos premières visions pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour aborder le Canada si typiquement je suis conseil informatique? Bon, la première chose à faire, c'est déjà d'avoir au moins une petite étude de marché pour savoir si le produit est adapté et s'il y a vraiment un besoin sur le marché canadien. Souvent, le Français va arriver en nous disant ça fait quelques mois que je suis au Canada, j'ai vu qu'il n'y avait pas tel produit, il faudrait qu'on le fasse rentrer. Souvent, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de marché pour ça. Donc, à la base, commencer au moins avec une petite étude de marché. Et c'est là où nous, on peut les accompagner, effectivement. On connaît très bien, moi, je suis spécialisée dans les biens de consommation, la cosmétique en particulier, le retail. On va les accompagner à ce niveau-là. Oui, typiquement sur le développement de franchise ou choses comme ça, c'est pas parce que ça fonctionne en France, une fois de plus, que ça va fonctionner en Amérique du Nord. Tout à fait. Et en plus, le système des franchises en particulier est quand même très compliqué au Canada. Donc souvent, les entreprises vont nous appeler en nous disant ça va être très simple, on va ouvrir une franchise tout de suite. En fait, vous ne pouvez pas faire ça au Canada. Il faut que l'entreprise investisse au Canada, il faut que le client canadien lui fasse confiance et ensuite on peut aller vendre un projet de franchise qui peut être quand même assez complexe si on... À mettre en place sur l'aspect légal. Voilà. Alors, quels sont vos conseils sur ces aspects? Déjà, il faut comprendre que la taille du marché n'est pas le même. Voilà, on est tous tout près, on regarde au Québec, près du fleuve. Dans certaines provinces, on est encore rassemblés à certains endroits. Dans l'ouest, les montagnes sont belles, il faut aller les voir. Mais il faut regarder la taille du marché. Et on est très axé résultat. Je rebondis sur ce que Philippe disait. Là, du coup, on est plus nord-américain qu'européen. On veut avoir des résultats, on veut avancer. Et donc, lorsqu'on arrive et on présente notre produit ou notre service français, il ne faut pas nécessairement être que dans la présentation théorique
de ça va fonctionner pour telle et telle raison théorique, et si jamais ça fonctionne pas comme ça va fonctionner comme ça, parce que le français a réfléchi à... Il réfléchit au moment où il parle, oui. Non, mais des fois, non, au contraire, ils font vraiment tout le cheminement de qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui pas. Le Nord-Américain va faire go, go, go. Il va tout de suite y aller, puis là, quand il va avoir un petit souci, il va un peu dire oups. Donc, il faut se rappeler les résultats, mais il faut aussi éventuellement faire un premier essai avec un cas concret. Donc, oui, on y va. On a certains clients, nous, ce qu'ils font, c'est d'abord, ils prennent un partenaire. Avant de dire j'ouvre ma filiale, je prends un partenaire et je vois si mon marché est là. Et ensuite, 2 ans plus tard, j'y vais. On a un autre client qui a travaillé sur son interculturel. Il est arrivé, il y avait du matériel roulant pour hôpitaux. Il est arrivé dans un hôtel, il a vu qu'il y avait un chariot qui roulait pas très bien. Il a prêté un chariot à l'hôtel et maintenant, il fait du matériel roulant pour les hôpitaux et les hôtels. Il a été ouvert à l'écoute du marché et des besoins du marché. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants après une petite page de pub. De retour sur le plateau, sur des 24 heures chrono de l'international, sur la dernière partie de la notion interculturelle. Alors je voudrais quand même revenir sur Rémi, parce que sur la notion d'interculturel et de notion de développement de business, on n'a pas tout à fait abordé le sujet finance, j'oserais dire. Oui. Mais... Alors on va retrouver un peu les mêmes fondamentaux que pour le particulier, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les entreprises, quand elles arrivent au Canada, démontrent leurs bonnes pratiques financières, et donc elles auront elles aussi un historique de crédit qui va se constituer un peu de la même manière. Donc s'ils gèrent bien leurs finances d'entreprise, ils auront une bonne note qui leur permettra d'accéder plus facilement à du crédit. Donc là, c'est effectivement un premier point. Deuxième point que je voulais peut-être mentionner, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est peut-être que la culture client est quand même plus développée au Canada. Et il faut savoir qu'on dit souvent le client est roi, mais on le sait qu'en France, ce n'est pas forcément le cas dans la vie quotidienne. Or, au Canada, ça fait vraiment partie de l'ADN de toutes les entreprises. Et on a même tendance à dire que la culture client qu'on va trouver dans un Apple Store, ça commence à se développer dans toutes, et les clients ne comprennent pas pourquoi on n'aurait pas le même service à la clientèle dans le domaine bancaire, dans le domaine des cosmétiques ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête si on veut lancer son business. Les standards clients et accueil client et service client sont beaucoup plus élevés, donc il faut y mettre de l'énergie, et la façon dont on va traiter des enjeux avec des clients, c'est pas quelque chose qu'on va laisser pourrir sous le tapis. Il faut vraiment le traiter. La plupart des compagnies vont avoir des ombudsmen qui sont des gens spécialisés dans la relation client. Si les conflits sont trop compliqués, on fera appel à des avocats pour gérer ça. Mais il y a vraiment tout et moi je l'ai vécu dans plusieurs organisations, il y a tout un fil de traitement de la relation client qui est très développé et beaucoup plus poussé que ce qu'on pourrait connaître en France. Donc ça sera un point. Et troisième point pour finir, c'est qu'effectivement, pour s'adapter, il faut se faire bien accompagner. Chez Desjardins, on a un produit qui s'appelle Passeport Affaires, auquel les entreprises peuvent souscrire et qui leur permet de faire préparer leur projet au Canada d'entreprise, avec effectivement une partie étude de marché, recherche de partenaires et autres, qui permet de sécuriser son projet avant de partir. Très bien. Si on devait conclure, monsieur l'avocat, si j'avais un conseil, je suis chef d'entreprise, quels seraient les 2 points ou les 3 points qui vous semblent le plus importants? 1, faire du repérage. C'est-à-dire ne pas s'installer au Canada en disant « Ok, j'ouvre une filiale, je transfère de l'argent, je transfère ma famille. » Non. C'est, comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, faire plusieurs voyages, mettre le temps, peut-être 12, 18 mois, venir plusieurs fois, rencontrer des partenaires potentiels, comprendre le marché avant de se lancer. Ça serait la première étape. Et deuxième point, après, si l'entrepreneur décide d'y aller, go. À ce moment-là, garder l'esprit ouvert, parce que les choses peuvent changer très vite. Donc un produit qui est à la mode le 1er janvier au 1er avril, ça peut être une solution un peu différente. Donc être capable de se réinventer. Tout à fait. Et puis faire son bon montage juridique, comptable, financier. S'assurer derrière, c'est l'armée.
il faut que l'intendance fonctionne. C'est pas l'intendance qui n'est n'importe quoi. L'intendance est fondamentale dans ces opérations. Oui, c'est dans cette logique où je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. C'est-à-dire je vais jusqu'au bout, on prend un deal et on l'amène jusqu'au bout. Tout à fait. Alors justement, vision chef d'entreprise, vision un peu de CCE quand même. Comment vous les 2-3 conseils importants? Mais je rebondis un petit peu sur ce que Philippe dit. Donc vraiment faire le repérage. En revanche, le repérage, il faut vraiment le financer correctement. En termes des CCE, nous on offre une ouverture, c'est-à-dire que les Français peuvent nous contacter, on va les recevoir pour 1 heure. Une fois qu'ils commencent à nous demander des dossiers beaucoup plus compliqués, le genre de dossier pour se préparer à un lancement d'entreprise peut prendre 1 ou 2 ans. Ça a un coût et les Français doivent vraiment se préparer un coût financier et vraiment regarder avec qui ils peuvent travailler pour le CCE, optimiser. Il est là pour déployer le réseautage. Voilà, on est vraiment là pour dire, voilà, j'ai Philippe en termes d'avocat, j'ai Marie-Hélène qui peut vous aider en ressources humaines, donc, mais on n'est pas là pour faire le travail. Si on doit conseiller des Français qui veulent partir, on a les bons conseils et ne pas simplement partir ni avec son 4x4 ni avec sa Fiat 500 bien évidemment. Et je conclus sur cette petite blague l'émission sur l'interculturel des 24 heures chrono de l'International. On se retrouve exactement dans à peu près 5 minutes pour parler de Johannesburg. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous résidez hors de l'Union européenne ou dans les dom-toms. Alors découvrez l'expérience Renault Eurodrive de transit temporaire. Vous savez, les plaques rouges. Pour commander et réserver votre véhicule, 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez le commander auprès d'un agent local ou le réserver en ligne sur notre site internet. Avec Renault Eurodrive, vous bénéficiez de la gamme la plus large et la mieux équipée du marché. Voilà, Renault Eurodrive, c'est une voiture neuve hors taxe, un service premium tout compris et des équipes dédiées qui mettent tout en œuvre pour que vous profitiez au maximum de votre voyage. Renault Eurodrive, c'est vraiment l'Europe en toute sérénité.